Merci Giovanna, bienvenue tout le monde, enchantée. C'est vrai que la régression, comme le titre que vous avez choisi des libertés associatives, est un sujet qui est très débattu par les ONG internationales, souvent aussi par les organisations de la société civile des deux côtés de la Méditerranée elle-même, et de plus en plus aussi par les fondations privées ou publiques, les bailleurs de fonds institutionnels, leurs gouvernements et les organisations internationales comme les Nations Unies, l'Union européenne ou encore le Conseil de l'Europe. C'est un sujet donc, qui concerne effectivement tous les pays du monde. Selon l'Observatoire de Civicus, qui propose un monitorage de la situation des libertés dans le monde entier, 3% seulement de la population à l'échelle globale vit dans des pays où les libertés associatives d'expression sont garanties dans un cadre libre et ouvert. Ça ne fait pas beaucoup. Ma présentation se concentre sur les pays de la rive sud, donc je me focalise sur ces pays-là. Je travaille pour Euromedroit, donc un réseau d'associations de défense des droits humains des deux côtés de la Méditerranée, en Turquie aussi, mais en Europe, en Afrique du Nord, au Moyen-Orient. Et c'est un réseau qui s'est constitué à l'initiative de ces associations elles-mêmes en 97, donc bien longtemps avant le printemps arabe. Et ce sont des associations qui sont à l'initiative et qui le composent et qui rassemblent des militants qui militaient, qui militent encore aujourd'hui pour la défense des droits humains et pour l'instauration d'un système démocratique. Et qui avait commencé bien avant 97. Donc c'est une bataille qui dure depuis longtemps, malgré que les régimes en place à l'époque, donc avant les soulèvements populaires, étaient clairement et radicalement des régimes autoritaires qui rétrécissaient carrément, qui fermaient entièrement l'espace, le panel d'expression indépendante et critique. Donc à l'époque, quand je rejoins en tant que staff, donc en tant que membre du secrétariat d'Euromedroit en 2009, la question qu'on abordait, elle était abordée sous le biais de la liberté d'association. Donc on se préoccupait de la liberté de l'État, de la liberté d'association dans ces pays. On faisait une analyse des cadres législatifs existants. On essayait aussi de dresser un bilan un peu des pratiques existantes, des bonnes pratiques quand elles existaient, et on rassemblait les associations des deux côtés de la Méditerranée autour du même sujet dans un groupe de travail qui proposait aussi des études et des publications sur ce thème-là. Après la liberté d'association, on s'est concentré sur les libertés des réunions pacifiques avec la même méthodologie, et c'est seulement récemment que cette métaphore du rétrécissement de l'espace de la société civile est apparue, devenue en vogue. Elle a beaucoup de limites, cette métaphore, mais elle a quand même au moins un avantage, c'est qu'elle permet de rassembler, de donner en gros une image un peu plus large de ce que sont les libertés publiques qui ont à faire avec le fait de pouvoir militer ensemble avec d'autres, créer un collectif ou manifester tout simplement dans la rue son propre mécontentement. Donc c'est ce panel plus large que rassemble le concept de rétrécissement de l'espace est un panel du coup, qui n'inclut pas seulement la liberté d'association, mais aussi la liberté de réunion pacifique, la liberté d'expression, le fait aussi de pouvoir accéder à des financements quand on crée une association. Ça paraît évident, dans certains pays, ça n'allait pas du tout ailleurs. Mais aussi, in fine, la question du droit à la participation à la vie publique, à la vie politique de son propre pays. Donc, ces libertés et ces droits, évidemment, qui s'appliquent aux individus, comme aux associations que les individus différents peuvent composer au fil du temps et selon les thématiques. Ce sont des libertés, évidemment, qui sont consacrées par la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948, mais aussi, de manière plus importante, par le Pacte international des droits civils et politiques, qui date de 1966 et qui inclut toutes ces droits et ces libertés en son sein. Et après, vu qu'on se concentre sur les pays de la rive sud de la Méditerranée aujourd'hui, je veux aussi mentionner la charte africaine des peuples qui aussi
plus récemment, donc la 86, reproduit ce genre ce panel de libertés dans cette charte qui a été signée et ratifiée par plusieurs de ces pays de la rive sud. Donc aujourd'hui, par contre, ce que j'aimerais faire avec vous, c'est d'essayer de déconstruire un peu cette métaphore aussi de rétrécissement. Parce que ce qui est important, je pense, c'est pas seulement essayer de voir quelles sont les restrictions qui sont à l'œuvre, mais c'est aussi de voir quand est-ce qu'elles s'appliquent et de quelle manière, en réalité, les sociétés ne sont pas des sociétés figées qui subissent, et surtout dans la rive sud, où je ne voudrais pas délivrer une image statique d'une société qui a des régimes en place bien solides, dictatoriaux qui punissent et qui rétrécissent les libertés, et d'une société civile qui, de l'autre côté, subit cette répression. Les choses sont beaucoup plus complexes, forcément, et donc c'est ces complexités que je voudrais essayer de rendre aujourd'hui et essayer de décrypter avec vous. Et pour le faire, j'ai besoin de commencer à discuter un peu, en réalité, quel est vraiment le degré de cette régression. Et forcément, il faut aussi voir qu'aujourd'hui, nous sommes dans des situations après les soulèvements populaires de 2011, qu'on a appelé printemps arabe. On est dans une situation, on est plusieurs années après déjà. On a l'impression que le rapport de force est revenu dans les mains des régimes en place, des gouvernements. On est tenté de penser que du coup on revient au business as usual, donc on revient au cas de figure d'avant. On est tenté de le penser, on voit l'éclatement de la Libye, une guerre sans fin en Syrie, la déstabilisation du Jordanie et Liban avec l'afflux de millions de réfugiés syriens, et des régimes militaires, un régime militaire des plus répressifs en Égypte aujourd'hui, une instabilité politique en Tunisie, même sous le fond d'une crise économique, et un mélange d'espoir et de peur aujourd'hui par rapport au soulèvement populaire en Algérie. Ce scénario ne veut pas dire que la réelle politique a finalement son dernier mot à dire. Les sociétés civiles n'arrêtent pas pour autant de se réinventer, d'adapter et de proposer de nouvelles formes d'opposition, de critique. Les sociétés civiles plus ou moins organisées avec des associations et leur diversité, parce qu'on parle d'une société civile, mais la société civile aussi est très très différente en son sein. On parle, et il faut être inclusif quand on parle de société civile, on parle d'associations comme de syndicats, comme d'organisations plus ou moins structurées, avec des niveaux de démocratique interne différents, mais aussi on parle de mouvements plus ou moins spontanés, des mouvements qui se créent au fil du temps, qu'on pourrait appeler les mouvements sociaux. Donc on voit bien que la répression ne s'applique pas d'une seule façon, dans un seul contexte ou dans tout contexte à égalité. Et c'est plutôt la question des luttes qui est intéressante et à comprendre. Donc c'est par le type de lutte qu'on va essayer d'analyser aujourd'hui et de voir comment c'est par rapport à ces luttes et la forme que ces luttes prennent, comment elles changent dans un contexte plus ou moins répressif ou plus ou moins fermé, qu'on va pouvoir comprendre de quelle façon, en réalité, la dynamique critique, opposition et régression imposée par les régimes politiques peut se manifester. Donc mon propos aujourd'hui est essayer de comprendre la régression et ne pas s'arrêter à ces formes, mais essayer aussi de comprendre comment les luttes façonnent et s'adaptent par rapport aux restrictions en place, mais comment aussi elles peuvent proposer des ouvertures. La première partie de ce que je voudrais voir avec vous, c'est d'abord sur les formes qui sont importantes à poser. C'est une liste non exhaustive que je tire d'un séminaire que j'ai organisé l'été dernier, en juin dernier, lors de l'Assemblée générale de Euromed Droit. Donc on avait un panel de 150 participants
pas exhaustive du coup, parce que pas tout le monde a répondu, a contribué de la même façon, mais c'était intéressant, réunissant autant d'associations des deux côtés de la Méditerranée, de voir un peu quelle était la liste des possibles répressions, formes qui existent aujourd'hui. Évidemment, c'est un mélange de formes de restrictions qui s'opèrent au nord comme au sud. Donc on n'a pas fait une distinction entre le sud et le nord. Justement, le propos de ce séminaire était de voir un peu comment, des deux côtés de la Méditerranée, malheureusement, on peut faire face à des formes et des tendances qui sont similaires. Donc je commence par ces formes, parce que justement, je veux aller au-delà de ça, parce que vous allez voir que finalement, une fois qu'on a dressé ce bilan de différentes formes de restrictions, de répression qui peuvent s'opérer, on va voir que finalement, ce n'est pas tant la forme qui compte, mais plutôt le sujet des luttes, donc l'objectif final qui est celui qui réprime, c'est-à-dire de faire taire ces différentes formes de critique ou de militantisme. Mais pour commencer avec les formes, vous allez voir, nous allons apprendre certaines choses de ce tableau. Et donc tout d'abord que c'est évidemment plusieurs rouages de l'État qui contribuent au rétrécissement de l'espace. Nous ne faisons pas face seulement à un président ou à un gouvernement restreint à son propre conseil des ministres, c'est aussi la machine administrative qui rentre en jeu, c'est aussi l'appareil judiciaire qui est des plus importants pour compléter ce mécanisme systémique de répression. Et puis évidemment le côté législatif avec les formes de répression, enfin le rétrécissement de l'espace opéré au sein et par la législation en place. Donc on fait face à, comme vous voyez du tableau, à différentes formes de menaces ou de violences physiques, alors, qui peuvent être aussi le fait d'agents de l'État, policiers ou police politique, les législations, donc qui limitent l'espace associatif, la possibilité de créer une association, ou bien de conduire, d'activer au sein d'une association, avec la possibilité d'accéder à des financements, par exemple, étatiques, chaque propre pays, mais aussi des financements internationaux. La question de l'infiltration, parfois c'est très poussé, c'était le cas souvent à l'époque de Ben Ali en Tunisie, c'est encore le cas aujourd'hui par exemple en Algérie, l'infiltration au sein de l'organisation pour essayer de l'éclater ou de créer une espèce de putsch à l'intérieur de l'association, ou bien parfois même créer un clone de l'association qui reprend le même logo, le même acronyme, de façon à s'aimer le doute et affaiblir l'organisation légitime. On peut aussi faire face à des interdictions de voyager. J'ai oublié de mentionner d'ailleurs dans mon introduction, mais une des libertés aussi qui est inclue par la métaphore de l'enrichissement de l'espace, c'est aussi la liberté de circulation. Ici, sous le prisme individuel, donc de militants, qui peuvent vouloir prétendre à sortir de propre pays pour aller à des manifestations en Forum social mondial, par exemple. C'était le cas en 2014, je dirais, si je ne me trompe pas, pour le Forum social mondial à Tunis, où des cars entiers, des centaines de militants algériens, ont été bloqués à la frontière par la police algérienne elle-même, pour les empêcher de sortir, pour les empêcher d'aller défendre de propositions tout à fait critiques, d'ailleurs pas seulement du régime algérien en place, mais aussi du système politique et économique à l'échelle mondiale. L'interdiction de voyager, donc avec aussi ce qu'on appelle les travel bans en anglais, donc vraiment des interdictions de voyage qui ciblent un individu en particulier, un militant, une militante, qui est interdit de sortir de territoire, ou bien parfois juste fouiller, donc empêcher de ramener des matériaux de documentation de la publication sensible,
et vice-versa pour aussi des visas qui ne sont pas octroyés à des observateurs internationaux dans l'autre sens. Ce qui est très important, c'est une tendance généralisée, c'est la criminalisation, comme vous voyez, mentionnée parmi les possibles restrictions, formes de restrictions. Donc une criminalisation qui s'opère à différents niveaux, au niveau législatif, donc avec l'utilisation de la législation en place, par exemple, quand on est actif sur Internet, sur les réseaux sociaux, on peut réutiliser la législation qui concerne par exemple la diffamation à agents publics de l'État ou président de la République par exemple, pour aller condamner certains blogueurs ou certains posts trop critiques et trop virulents. Mais ces criminalisations passent aussi par des procédures, des législations différentes et qui là sont malheureusement aussi existe malheureusement aussi dans nos pays à nous, en Europe, criminalisation selon le type de propos. Et donc, par exemple, je fais référence au délit de solidarité qui existe en France désormais, mais qui peut être sous différentes formes et avec d'autres types de législation aussi réutilisé dans les pays du Sud. Je vous fais à cet exemple, je ferai des exemples tout à l'heure pour ne pas rentrer trop dans le détail. Je continue d'abord le listing parce que aussi par le biais de la police, par le biais de l'administration, mais aussi de l'appareil judiciaire, on peut aussi aller fermer ou saisir des locaux associatifs et on peut traduire en justice des militants en tant que représentants d'une association pour limiter leur possibilité d'intervention dans les affaires publiques et pour les discréditer. C'est ça qui est très important de l'aspect de la criminalisation, c'est le fait de discréditer une lutte par un ciblant parmi certains de ses représentants. Cette criminalisation, d'ailleurs, s'opère, donc cette façon de discréditer les militants n'est pas seulement l'affaire de l'État, c'est ça qu'on apprend aussi de cette liste. Non seulement que l'État, par plusieurs de ses appareils administratifs, policiers, judiciaires et législatifs opère ce type de restrictions, mais c'est aussi d'autres types d'acteurs qui rétrécissent. On n'est pas seulement dans une logique où l'État en place est le seul à rétrécir les espaces. Nous avons aussi des entreprises, des acteurs économiques comme des multinationales qui peuvent le faire dans certains pays précis et selon certaines formes, mais aussi des groupes extrémistes, je voudrais appeler ici extrémistes, qui peut tout à fait rassembler un type d'extrémisme islamiste de nature donc religieuse, parce qu'on parle des pays de la rive sud, on peut parler d'autres types d'extrémisme religieux en Europe, ou de formes d'extrémisme liées aux questions identitaires, qui s'opèrent beaucoup, qui sont beaucoup actifs sur les réseaux sociaux évidemment, et qui peuvent aussi cibler certains militants. Et là, je voudrais faire une digression sur la question des militantes femmes dans ces pays de la rive sud de la Méditerranée, qui, pour leur identité en étant femmes et activistes, payent souvent le double prix de la répression, celle qui est en place à cause de cet environnement, cet écosystème répressif, mais aussi à cause de leur identité en tant que femmes qui essaient de porter un discours, une image de la femme qui est active au sein de la société civile, qui a une parole critique et qui ose s'exprimer dans les médias et les réseaux sociaux et qui est donc pour se faire cibler, pas seulement pour ce qu'elle dit, pour les luttes qu'elle porte, mais aussi pour le fait qu'on ne voit pas, selon les extrémistes dont je parle, on ne la voit pas dans ce rôle qui est le rôle d'une femme qui serait forcément dans une logique femme au foyer ou une logique plutôt traditionnelle, comme on veut voir les femmes selon la tradition, comme on dit, dans ces pays. Terminer cette première partie, peut-être juste pour terminer, c'est la dernière forme de restriction que je voudrais mentionner. C'est celle qui en réalité n'est pas forcément
la directe conséquence d'une répression étatique ou une répression par d'autres groupes privés non étatiques ou de groupes plus extrémistes, c'est la question de l'autocensure. Parce que c'est aussi ça qu'il faut comprendre de la question du rétrécissement des espaces, c'est que non seulement les lois ou les pratiques en place par ceux qui détiennent le pouvoir, donc les États, mais aussi comment les militants eux-mêmes, militantes elles-mêmes, s'autocensurent pour essayer de naviguer entre différentes formes de répression, entre les différentes aussi lignes rouges qui existent et qui sont propres à chaque pays selon le contexte et selon la forme de lutte. Donc on va s'exprimer d'une façon et pas d'une autre. On va, avec les exemples tout à l'heure, on va peut-être balayer ça. Mais c'est aussi une question qu'il faut avoir à l'esprit et qui n'est pas pour diminuer le rôle des militants ou pour peindre tous les militants et les militantes de la rive sud comme censurants, mais c'est pour essayer de comprendre comment ces dynamiques sont complexes et comment les individus s'adaptent et font face à ce type de restrictions pour essayer de proposer des alternatives. Alors c'est parfois par l'autocensure et c'est parfois par des nouvelles méthodes. La discrimination de l'accès au financement, je l'ai mentionné, elle est très importante. Et on va le voir tout à l'heure aussi. Parce que une fois qu'on a balayé ces différentes formes de répression, je vous ai déjà dit à l'avance, ces formes de restriction s'appliquent à la rive sud comme à la rive nord d'ailleurs. Mais ce qui est important de comprendre, c'est pourquoi on rétrécit les espaces, pourquoi à ce moment-là, pourquoi dans ces pays la rive sud aujourd'hui. Et donc c'est avec cette question qui, à mon avis, est important de mettre en lien le contexte spécifique politique et spécifique à chaque pays et pour essayer de voir un peu comment la répression en réalité se manifeste selon des géométries variables et selon un temps qui est différent. Par rapport au contexte politique et spécifique, on ne peut pas voir les pays de la rive sud aujourd'hui comme étant tous du même type, étant tous plus ou moins dans la même dynamique politique. On fait face, bien heureusement, à des contextes politiques très particuliers, très différents, chacun dans sa spécificité. Et on ne peut pas évidemment parler du même rétrécissement, le même degré de régression quand on regarde la Syrie aujourd'hui, dans une guerre qui n'en finit pas, ou quand on regarde la Libye, où pareil, la situation non seulement de guerre et de conflit extrême, mais aussi d'absence presque d'une société civile construite de par l'histoire de ce pays et de par l'histoire du régime en place avant. Et quand on regarde la Tunisie, où on a clairement une société civile qui est très diverse et qui a forcément explosé après l'ouverture politique et ça a créé le printemps arabe en 2011 et la transition démocratique aujourd'hui. Donc on n'est pas du tout face à des contextes similaires et donc forcément il faut aussi comprendre et mettre en lien ce contexte spécifique avec les formes de répression qui peuvent s'opérer. Et pour comprendre encore plus profondément la question aujourd'hui, c'est le contexte international et comment ces pays-là aussi, chacun dans sa spécificité, s'intègrent dans les relations internationales, finalement, dans le niveau international de la mondialisation politique et économique. Et c'est par ce biais-là aussi qu'on va peut-être plus ou moins comprendre, à mon sens, les grandes tendances qui font que on rétrécit, ces formes de rétrécissement aussi s'opèrent de deux côtés de la Méditerranée. C'est d'abord en regardant les logiques de préservation que ces régimes en place veulent maintenir, de leur pouvoir, de leurs préférences économiques aussi, qui leur permettent de maintenir un niveau d'adhésion des élites nationales à leur propre fonctionnement. C'est dans cette mondialisation où on parle aussi, et où les pays de la rive sud de la Méditerranée apparaissent
comme des alliés indispensables de l'Occident pour mener la lutte contre le terrorisme. La lutte contre le terrorisme est un des sujets clés pour comprendre dans les dynamiques internationales aujourd'hui comment on essaye de mener une bataille qui est légitime sur des vrais sujets le vrai sujet du terrorisme, mais qui est aussi utilisé à prétexte pour passer des lois qui sont en réalité restrictives d'autres formes de dissidence, qui sont des dissidences civiques et politiques, mais de nature pas terroriste. Donc c'est déjà sur cette compréhension-là qu'il faut essayer de voir comment parfois on rétrécit utilisant ce prétexte-là, mais aussi en en abusant. La deuxième question qu'il faut avoir à l'esprit, c'est les questions de migration et la crise migratoire aujourd'hui, supposée crise. Donc le flux migratoire des deux côtés de la Méditerranée aujourd'hui font que les pays de la rive sud se retrouvent dans des situations où ils ne sont pas seulement désormais des pays de passage, sont de plus en plus des pays de destination, donc des pays où les migrants eux-mêmes veulent s'installer, veulent rester. Aujourd'hui, cette question est aussi un sujet qui entre dans le jeu des régimes en place pour restreindre plus ou moins, et selon le type d'acteur, le type de lutte qu'on mène, des deux côtés de la Méditerranée, comme aussi dans la rive sud. Les questions migratoires sont donc un sujet potentiellement politique très sensible et potentiellement explosif. Je voulais vous faire cet exemple de comment aussi le régime algérien, par exemple, qui est un régime qui a ce discours d'un pays accueillant qui promeut un pays accueillant au sein de l'Union africaine, au sein de l'africanité, le fait que l'Algérie soit toujours accueillante, le fait de critiquer l'accueil et des sujets sensibles comme par exemple les expulsions collectives de migrants subsahariens en Algérie aujourd'hui, fait que le régime est très très sensible à cette question parce que c'est sous le prisme double de son rôle au sein de la région, Afrique, et son rôle au sein de la Méditerranée, donc vis-à-vis des pays européens. Les militants qui s'activent et qui ont eu à ce propos des critiques fortes et publiques des expulsions collectives qui se sont opérées en Algérie récemment ont payé très cher, et c'est là où on voit effectivement que c'est vraiment les questions des sujets, des luttes qu'on porte, explique aussi la volonté de réprimer selon les différentes formes qu'elle puisse prendre. À l'occurrence, par exemple, la personne qui était à l'origine de ce signalement et de certains communiqués de presse a été licenciée de son propre travail pour avoir dénoncé des expulsions collectives qui s'opèrent tout à fait dans l'illégalité, non seulement du droit algérien, mais aussi du droit international. C'est un exemple comme un autre. Je suis sûre qu'Olivier, cet après-midi, va apporter des exemples qui concernent la rive nord, hein, comme encore une fois le délit de solidarité en Europe, comment on rétrécit et comment on réprime, y compris par la voie judiciaire, des militants qui osent proposer une autre vision des flux migratoires et de la façon de les réguler et de les encadrer. Et puis je voudrais terminer avec ces trois tendances, avec une troisième, évidemment la question de la mondialisation économique, pour essayer de comprendre aussi comment les pays de la rive sud de la Méditerranée aujourd'hui sont aussi dans une logique de compétition économique
dans une mondialisation économique dans laquelle ils sont intégrés, qu'ils soient exportateurs de pétrole ou pays à faible revenu. C'est des pays qui sont dépendants de la compétition internationale qui s'opère, donc pour attirer des investissements étrangers, des entreprises internationales, multinationales, et qui donc se retrouvent aussi dans des situations de dépendance du capitalisme mondial, et qui permet aussi de comprendre comment, au niveau l'échelle économique, la question de la mondialisation économique et du modèle économique de développement des pays est un sujet aussi très sensible. Quand on veut parler, par exemple, d'environnement et de développement durable, quand on veut apporter, en tant que mouvement social, en tant qu'association, un discours alternatif à celui du développement par le fait d'attirer des investissements directs étrangers, ou par simplement la question d'ouvrir les frontières à des entreprises étrangères. Cette question-là, sur le modèle économique, mais aussi la question de la revendication de libertés syndicales qui ne sont pas forcément, qui ne se réalisent pas forcément aujourd'hui dans tous les pays, peut-être à part en Tunisie. C'est un vrai sujet qui permet de comprendre aussi la façon dont les sociétés civiles dans les pays de la rive sud essayent aussi elles-mêmes de porter un discours qui n'est pas un discours seulement sur des politiques internes qui sont limitées à des questions économiques ou nationales, mais qui sont des questions qui concernent la place de leur propre pays à l'échelle mondiale. Et donc c'est sur aussi ce type de niveau de débat qu'on se situe. Les sociétés civiles de la rive sud ne se contentent pas de faire un travail au niveau local, au niveau national, mais aussi sont tout aussi bien intégrés dans les réseaux internationaux de forums sociomondiaux, mais aussi d'autres réseaux. D'ailleurs, la preuve, le réseau Romed année, qui essaye du coup par le biais aussi sur la scène internationale de porter et s'approprier aussi de nouvelles formes de résistance, de nouvelles formes de propositions aussi pour des politiques différentes qui sortent du prisme et de cette espèce d'alternative qui n'en est pas une entre un régime militaire dictatorial et un régime de nature islamiste. C'est ces questions-là donc que les sociétés civiles s'approprient. Donc les gouvernements de leur côté, avec ces grandes tendances qui expliquent pourquoi et comment au niveau international, la lutte contre le terrorisme, la gestion des flux migratoires et la question économique font que les régimes en place utilisent, donc interviennent sur ces questions-là, mais aussi utilisent ces grandes tendances comme un prétexte pour réprimer ou pour surtout définir quelles sont les lignes rouges à ne pas franchir en matière de lutte civique et politique. C'est donc c'est une régression qui s'opère à différents niveaux et selon des géométries variables, selon ces questions de sujets de lutte. J'ai fait l'exemple de la migration, mais les questions aussi développement durable peuvent en être l'exemple. Et les questions de sujets de lutte qui peuvent aussi créer des tensions particulières sont aussi les questions du genre, les questions de LGBTI. Donc forcément, a fortiori dans ces pays de la rive sud, où la bataille est encore sur des dynamiques différentes, donc des réseaux d'associations féministes et des nouvelles formes d'organisation parmi surtout les jeunes pour la revendication des questions LGBTI. Aujourd'hui, la Tunisie est un exemple très intéressant dans ce côté-là. Beaucoup reste à faire et ces sujets-là sont particulièrement sensibles, donc particulièrement aussi réprimés
ou particulièrement des types de revendications qui sont encore dans l'autocensure, donc qui sont encore dans la définition de nouveaux espaces qui sont eux qui leur sont propres. La répression et le discours anti-homosexuel, par exemple, en Égypte aujourd'hui, fait que les revendications de cette nature sont particulièrement sensibles. Et donc ces militants font plus face à une restriction de leur propre possibilité d'action que des associations qui sont sur des questions par exemple de développement local ou de questions sociales. C'est aussi par ce prisme-là qu'il faut voir les choses. Les questions de rétrécissement de l'espace sont probablement aujourd'hui dans le débat parce que finalement, le fait de restreindre la possibilité de créer une association par une loi ou le fait d'avoir des formes de répression plus ou moins violentes par le biais d'une police politique, une surveillance plus ou moins étroite, en réalité s'élargit au champ de la société civile dans sa diversité, ne concerne pas uniquement des militants droits de l'hommiste, comme on pourrait les appeler, donc qui revendiquent ces libertés, l'ouverture de ces libertés selon les principes des droits de l'homme et du droit international, concerne aussi les associations, les militants qui opèrent sur d'autres thématiques, donc questions migratoires on a vu, questions LGBTI, mais questions aussi du genre, avec les mouvements féministes, et des questions aussi de plus en plus culturelles et sociales. À nouveau, pour parler de l'Égypte, la fermeture de l'espace après la dictature du régime Sisi fait que toutes les associations de toute nature sont concernées par ces restrictions en matière d'accès au financement, en matière de gestion d'une association. C'est toutes ces différentes natures aussi de la société civile qui sont concernées par le même rétrécissement, et c'est là peut-être la vraie actualité du sujet, c'est à quel point non seulement les organisations de défense des droits humains sont ciblées parce qu'elles portent un discours qui veut instaurer non seulement la démocratie, mais aussi sur les principes démocratiques et des droits de l'homme, des libertés fondamentales pour tous, mais aussi des associations qui portent un autre travail, à la fois au niveau local, mais aussi au niveau national et au niveau international. Donc le niveau sous lequel on agit compte aussi en termes de restrictions. Les associations de nature qui interviennent dans l'environnement plutôt local sont parfois, on dirait parfois plus épargnées. Le niveau local peut paraître plus sûr et plus confortable, en quelque sorte, parce qu'il est vu forcément comme étant moins sensible de propager en quelque sorte les mots d'ordre et la lutte ailleurs. Cependant, ça fait évidemment est très surveillé. Je fais l'exemple de la lutte, par exemple, et donc non seulement la répression, mais aussi la surveillance. Le mouvement de Gafsa en 2008 en Tunisie, dans le bassin minier, avait fait l'objet d'une répression très forte, justement parce que le but c'était que le niveau local de ce soulèvement ne se propage pas à d'autres régions de la Tunisie. En 2008 ça avait marché, ça n'a plus marché en 2011. Ça a été le cas aussi. Ça a été le cas, pas en termes répressifs, mais de surveillance très étroite du mouvement contre le gaz de schiste en Algérie, il y a quelques années, qui est resté confiné effectivement à l'extrême sud algérien et qui s'est propagé de manière plus ou moins limitée au niveau national, avec l'écho qu'il a pu recevoir. Mais là, on voit qu'on n'a pas eu besoin de réprimer forcément le mouvement dans le Sud, en tout cas pas à l'instant où il se passait. On s'est limité, par exemple, à encadrer la propagation au niveau national des organisations qui, au niveau national algérien, ont essayé de faire l'écho de cette lutte. Le niveau international, par contre, lui,
fait l'objet d'une extrême attention et est un niveau où les associations qui opèrent sont perçues comme très sensibles et sont sous l'œil de la répression, parfois de manière plus importante. Pourquoi? Parce qu'on l'a vu, ces régimes sont parfaitement intégrés à la mondialisation économique d'une part et dans les relations internationales d'autre part. La scène internationale est peut-être la dernière quand on a suffisamment reprimé et encadré à l'échelle du propre pays. C'est à l'échelle internationale qu'on est plus sensible aux questions à la critique. Qui n'est seulement pas du naming and shaming, hein, comme on dit en anglais, donc le fait de pointer du doigt et de montrer la honte, en quelque sorte faire honte au pays en question pour le non-respect de certaines libertés et certains droits. Et c'est aussi la question justement de créer une caisse de résonance différente. Une fois qu'on a fermé la caisse de résonance au niveau national, au niveau local, on essaie de fermer celle au niveau international, donc marginalisant et discréditant ces voix critiques et en bloquant aussi les sources de financement qui peuvent être trouvées au niveau international par les sociétés civiles du Sud, en diabolisant le financement international, le financement étranger comme étant une source d'ingérence. Et donc la question de la discréditation et de la division, de semer la division entre des élites de la capitale qui, plutôt éduquées, vont faire du plaidoyer au niveau international et la base, les vrais gens au niveau local, au niveau national. Donc c'est une diabolisation des porte-paroles, mais aussi des financements. Et cela passe par les formes de restriction qu'on avait vues et qui sont particulièrement vraies en Égypte aujourd'hui avec le cas des financements étrangers. Donc il y a plusieurs associations, plusieurs militants, plusieurs centaines font l'objet d'un procès. Ça peut être aussi par des pratiques un peu plus discrètes mais tout aussi dangereuses, comme récemment une circulaire au Maroc qui était propagée au sein des ambassades étrangères et qui faisait en gros comprendre que les financements étrangers pouvaient être alloués à certaines associations mais pas d'autres. Au Maroc, c'est aussi ça, c'est pas forcément toujours très éclatant ce qui se passe, c'est aussi des petites démarches peut-être aussi plus nuancées, peut-être plus opaques aussi, qui font que les associations sont à leur sein l'objet aussi d'une discréditation, mais qui opère finalement par conséquence une division. C'est tous ces niveaux-là que je voulais voir avec vous. Donc, en termes de... Peut-être juste la dernière chose, c'est les formes de la lutte aussi, selon le contexte. Une manifestation de rue qui peut être plus ciblée que d'autres en période électorale ou pas. Aussi, ou bien les formes de la lutte ou du combat que les associations de la société civile peuvent porter sont peut-être la question du dialogue et la question d'approcher les décideurs est perçue comme moins sensible, mais c'est aussi une question de possibilité d'accès. Donc on ne parle pas seulement de l'accès au financement, mais aussi l'accès aux décideurs politiques. Donc quand on est dans une situation de fermeture et de méfiance, qui crée une méfiance vis-à-vis des décideurs, on n'est plus dans une logique de dialogue. Donc c'est des formes qui ne peuvent plus être adoptées par la société civile, qui doit abandonner le plaidoyer au niveau national et qui doit utiliser le plaidoyer international comme seul moyen de créer un dialogue, créer une confrontation de leur propre régime avec des sujets qui sont d'intérêt commun. Je voudrais terminer pour une conclusion et quelques pistes, et surtout avec une citation, je trouve très intéressante de Raji Sourani, directeur du Centre palestinien pour les droits humains, qui, dans le cadre de ce séminaire que je vous ai
évoqué au début, alerter toutes les organisations présentes sur la question effectivement du rétrécissement de l'espace et de cette métaphore qu'on utilise, en pointant un peu du doigt aussi les limites de cette métaphore et puis surtout en montrant le rôle que la société civile doit jouer dans cette perspective. Parce qu'on n'a pas forcément une seule solution à un problème systémique. Il y a certainement plusieurs réponses qui peuvent être données. Déjà, certainement, la question de la solidarité par-delà des frontières. Non seulement les frontières dans sein de nos propres pays, mais aussi les frontières qu'on érige au sein de la société civile elle-même parfois, avec des incapacités à coopérer, à relever certains défis, certains mots d'ordre par des associations traditionnelles, par exemple de défense des droits humains, les mouvements sociaux ont un dialogue entre eux, des mouvements des différentes natures, des différentes générations aussi de militantistes, de militants, qui créent parfois des divisions. Et puis certainement aussi l'importance de se focaliser sur une narration qui est différente et qui porte vraiment sur le pourquoi c'est important de défendre des espaces, défendre des libertés publiques et qui peut s'appliquer à tous. C'est une narration qu'on parfois on sous-estime un peu, face surtout à une logique qui est celle de criminaliser et délégitimer les voix de la société civile. Et puis aussi la nécessité de se faire connaître du plus grand public, parce que ces luttes pour l'ouverture des espaces et la défense des espaces de liberté risquent d'être un peu aussi trop concentrées ou trop portées par uniquement des ONG internationales ou des associations structurées et qui ne parlent pas forcément au grand public. Et c'est là que Rajesh Sourani, je trouve intéressant ce qu'il disait, parce qu'il nous dit que nous sommes dans une situation où nous ne parlons plus du vrai sujet, c'est-à-dire les victimes. Ils nous ont encerclés pour nous mettre en position défensive. C'est donc le rétrécissement de l'espace et le nom. Lorsque les défenseurs des droits humains commencent à parler d'eux-mêmes, il faut faire la différence entre notre mission et les problèmes auxquels nous faisons face en tant qu'organisation, et essayer de ne pas être obsédés par nos propres problèmes de survie et de résistance. Merci de faire Merci beaucoup, Martha, pour ce panorama. Moi, je vous laisserai tout de suite la parole, mais je voudrais poser une petite question au débat. Ce qui est un peu troublant, c'est que, tu me confirmes si je me trompe, j'ai l'impression que tous les pays du bassin méditerranéen ont ratifié le pacte international relatif aux droits civils et politiques de 1966. Et du coup, c'est troublant dans le sens qu'il y a certains pays où le rétrécissement, on ne va plus l'utiliser cette mot-là, on va dire vraiment les choses de manière plus précise, dire la régression des libertés est inscrite dans de nouvelles lois qui sont donc en contradiction avec cet instrument international qui est le pacte. Et en même temps, cela ne pose de problème à personne, c'est-à-dire qu'en fin de compte, qu'on ratifie ou pas une convention internationale, il reste que la réalité vraie est celle qui prévale sur le reste. Comment les organisations de défense des droits de l'homme gèrent cette difficulté? Parce que crier le pacte, si ça n'a aucun impact, si je me permets, dans la réalité, ça reste vraiment un peu une voie de garage, enfin, c'est un peu ça, c'est ma première remarque. Et puis la deuxième chose, ne pas te demander de faire un palmarès des mauvais élèves de la classe en termes, parce qu'on a bien compris qu'entre d'un côté la Tunisie à un bout du spectre et l'Égypte en ce moment, tout ce qui se passe entre, ça dépend des situations, etc. J'imagine que ça n'a pas beaucoup de sens de faire mais on peut se poser la question par rapport à l'Algérie de manière très précise, parce que ça me paraît particulièrement intéressant vu ce qui se passe. Et mon dernier point aussi, mais tu n'es pas obligé de répondre tout de suite, on va prendre peut-être, si tu veux, plusieurs questions.
J'ai l'impression qu'aujourd'hui, dans certains endroits, et en particulier en Égypte, mais pas qu'en Égypte, je pense que l'Algérie c'est aussi dans le même cas de figure, y compris le secteur de la culture et de l'art, est impacté fortement par cette reprise en main des libertés. Et ça, peut-être que les organisations de défense des droits de l'homme le disent un peu moins, peut-être. Il y a beaucoup de matière, merci de ces questions très pertinentes. Le pacte international de droits civils et politiques, pour commencer par là, est un instrument, donc une convention internationale des Nations Unies, ratifiée par les États, donc qui s'engage publiquement à respecter théoriquement cette convention, les dispositions de cette convention. Il faut aussi rappeler qu'il y a un protocole additionnel à cette convention qui a permis en gros la création d'un comité qui s'appelle Comité des droits de l'homme, qui au niveau des Nations Unies est composé d'experts indépendants et qui examine de manière périodique les États par rapport à leur respect ou pas de la Convention. Donc les États, non seulement la Rive Sud ont ratifié la Convention, ils font aussi partie, enfin, ils sont aussi soumis à ce type d'examen par le Comité des droits de l'homme de manière périodique et régulière. Le premier problème, évidemment, c'est que c'est une convention internationale, donc il n'a pas de pouvoir de contraignant sur les États. Donc on est dans une démarche plus que simplement de volontaire, dans le sens où c'est du droit international, mais c'est la force contraignante qui est derrière qui manque. Donc même si le Comité des droits de l'homme établit effectivement que certaines violations de certaines des dispositions sont avérées, il n'y aura pas de pouvoir judiciaire qui va imposer à tel État de reformer la loi. Le tout reste au final un rapport de force, une dialectique qui s'opère essentiellement au niveau international, mais qui peut fonctionner lorsqu'on a forcément, et là le rôle de la société civile, l'appui et une insistance, une bataille qui est menée par la société civile au niveau local par rapport à son propre gouvernement. Donc c'est peut-être une tentative de réponse, ce serait de dire que c'est le fait de jouer sur plusieurs niveaux à la fois qui peut être payant. Le fait d'associer une lutte interne portée par des associations, des citoyens de manière légitime, en étant dans leur propre pays, demandent à leur propre gouvernement des changements, et qui a une résonance au niveau international et pour lequel on a aussi des alliances qui sont tissées au niveau société civile, mais aussi au niveau des diplomaties, parce qu'au niveau des Nations Unies, alors pas seulement en termes de bataille de la société civile, mais au niveau des Nations Unies, il y a aussi d'autres États qui participent à qui ont signé cette convention. Donc les nôtres, par exemple, et c'est là où l'intérêt du travail à Euromedroit, par exemple, c'est d'essayer de trouver un peu un équilibre et une synergie entre les deux rives, et non seulement en matière de société civile, mais aussi à l'échelle des gouvernements. Donc le fait de pouvoir pousser nos propres gouvernements en Europe à avoir un discours qui est critique d'une loi liberticide, par exemple, qui serait adoptée en Égypte ou qui demain peut être adoptée en Tunisie. Donc la question du pacte, je pense avoir répondu. Je voulais peut-être dire encore une autre chose, c'est le fait de... Oui, c'est le fait du discours et de la façon dont on pose ces questions. Donc, le fait de revendiquer le pacte de droits civils et politiques dans la rue, ça ne paye pas. Déjà, il n'est pas connu par les initiés, alors même pas forcément par tous les militants d'ailleurs, mais ce n'est pas ça l'important. Ce qui est important, c'est qu'on partage le sens et puis l'important, c'est pourquoi on croit que ces libertés doivent être défendues, doivent trouver une correspondance dans les lois et dans les pratiques. C'est là-dessus que je disais, j'essayais de conclure tout à l'heure, c'est dans la narration, dans la façon dont on propose ce changement, donc la façon dont on explique pourquoi ces libertés finalement ne concernent pas uniquement
moi en tant que militant de cette association, qui a pignon sur rue à la capitale, mais c'est aussi une question de pouvoir revendiquer d'autres choses, sous d'autres formes, à un autre moment. La façon dont on a aussi partagé, et là peut-être ça rejoint une autre question que tu posais, la façon dont on travaille aussi est un compartiment un peu éteint parfois, fait qu'on a l'impression que la revendication des libertés publiques est l'apanage des associations de droits de l'homme. Or, ce n'est pas le cas parce que le fait de défendre des libertés publiques et les droits de l'homme, c'est le fait de tous finalement, et c'est le fait de pouvoir permettre à tout le monde de s'exprimer. L'exemple plus poignant, c'est les questions par exemple de disparité de développement économique. Par exemple en Tunisie, le fait de ne pas avoir pu aborder ces questions auparavant, ce n'est pas d'ailleurs le cas seulement de la Tunisie, mais c'est quand même le symptôme d'une situation où on n'avait pas la possibilité de s'exprimer, on n'avait pas la possibilité surtout au niveau local, où c'était encore plus compliqué de peut-être faire les démarches de créer une association ou d'être encore plus indépendant par rapport aux pouvoirs locaux bien ancrés et bien puissants. C'est le fait de pouvoir ouvrir cet espace qui aujourd'hui permet à la Tunisie de revendiquer d'autres choses aussi, et pas seulement la question des libertés des espaces, mais aussi un nouveau type de développement économique, par exemple pour la Tunisie, un nouveau modèle économique, par exemple les mouvements sociaux et puis le mouvement de Gafsa du Bassamini en 2008 a apporté à la création aussi, avec d'autres militants, y compris du mouvement droits de l'homme, du Forum tunisien de droits économiques et sociaux, qui aujourd'hui permet de rassembler un peu différentes formes de contestation, mais qui aussi fait un travail surtout au niveau local pour porter un autre discours, un autre regard sur les questions du développement économique. Mais comment est-ce qu'on peut revendiquer ce type de sujet? Comment est-ce qu'on peut faire de l'art, de la culture en Égypte quand on n'a pas la possibilité de s'exprimer, quand on n'a pas la possibilité de poster sur Facebook un message, ou quand on n'a pas la possibilité de réserver une salle pour organiser un séminaire de réflexion, quand on n'a pas la possibilité de se réunir finalement pour mettre ensemble nos cerveaux et réfléchir à des solutions et proposer des alternatives. Donc c'est là un peu la question de... aussi pourquoi peut-être parfois on a l'impression que on travaille aussi en silos, la culture, l'art, les droits de l'homme, les droits des femmes, le développement économique, c'est pas forcément la même chose, et donc on a du mal à trouver des alliances et des synergies entre ces mondes-là. C'est pas du tout impossible et ça existe, mais c'est vrai que c'est à mon avis une réponse, c'est la question de l'histoire, des pactes, de la façon dont ça a été élaboré aussi dans une époque de guerre froide où le camp occidental avait mis l'accent sur le pacte de droits civils et politiques, alors que le camp l'Union soviétique parlait du pacte pour les droits économiques et sociaux. Donc comment est-ce qu'on revendique, comment est-ce qu'on fait d'abord le développement économique et ensuite on voit la question des droits de l'homme, et la question des droits de l'homme finalement ce sont celles qui nous permettent de discuter des deux à la fois. Mais c'est vrai qu'il y a quand même beaucoup de choses à faire encore ce terme-là. Moi, je l'ai mentionné tout à l'heure. Effectivement, en Égypte, on voit bien comment des associations culturelles sont tout aussi bien ciblées par les nouvelles lois, les nouvelles pratiques du régime en place, au même titre que des associations de droits de l'homme. Ça pose d'ailleurs un problème parce qu'au niveau social, par exemple, il ne faut pas oublier que certaines associations, alors ne sont pas toutes dans la revendication des principes des droits de l'homme, mais peuvent faire un travail local sur le développement et sur les questions sociales qui peut être très important au sein de certaines communautés. Et qui, du coup, vont payer le double prix. Le fait d'être déjà dans des situations de précarité, d'inégalité en termes de développement et d'accès
accès aux services publics, mais aussi doublement maintenant affaibli par le fait que ces associations-là qui délivraient, qui proposaient des services de type de nature sociale ne sont plus en mesure de le faire aujourd'hui. Je parle d'Égypte, c'est la même chose aujourd'hui en Turquie, avec toutes ces difficultés à porter encore avoir une association d'ailleurs, avec les milliers d'associations qui ont été par décret après le coup d'État fermées administrativement. Et sur la question de l'Algérie, je n'ai pas forcément compris ta question, mais c'est intéressant ce qui se passe. Je suis très contente de voir ce qui se passe, dans le sens où on voit bien par contre comment toute répression, toute restriction, que ce soit par le cadre législatif, par l'existence d'une police politique, par un régime très puissant, très riche, et par une armée armée jusqu'aux dents, n'empêche pas l'expression spontanée et soudaine d'une volonté qui était là, qui était sous-jacente depuis des décennies, et qui un jour explose. Alors on ne peut pas le prévoir, et c'est ça qui est, je trouve, magnifique des sciences humaines, de la vie des humains et des développements humains. Mais c'est vrai aussi, par contre, que le fait de ne pas soutenir suffisamment, de ne pas aider suffisamment les voix discordantes, les voix qui critiquent, qui, entre le début d'un régime et l'ébauche peut-être une ouverture, permettent en fait d'encadrer après le mouvement, de permettre de mettre le mouvement dans une démarche constructive d'avenir. Le fait d'avoir avoir pu compter sur un syndicat et sur des associations de militants en Tunisie a aidé la transition, ça n'a fait pas de doute, ils ont carrément gagné un prix Nobel pour ça. Aujourd'hui, c'est à mon avis quand même un bon exemple à prendre pour essayer de comprendre à quel point le fait de soutenir des régimes et des dictatures ne sert pas le long terme. C'est par le soutien à des formes de critiques et alternatives qu'on peut arriver à un débat, ou en tout cas à créer les conditions pour qu'un débat se passe de la meilleure façon. Cela étant dit, je ne trouve pas qu'en Algérie aujourd'hui, le mouvement a démarré grâce à l'input des associations, des syndicats, qui par contre aujourd'hui essayent d'encadrer la question, qui par contre pendant des décennies portaient ces mêmes revendications de démocratie, d'ouverture, de liberté. Parfois, ces explosions de spontanéité ne portent pas sur les questions de droits de l'homme. En tout cas, elle n'utilise pas ce terme. On parle de dignité, on parle de justice. On ne parle pas de droits de l'homme, qui reste quand même un sujet un peu parfois trop juridique pour des initiés, d'où encore une fois la nécessité en tant que défenseur des droits de l'homme, en tant qu'association de défense des droits humains, mais en tant qu'aussi militant de tous bords, essayer vraiment de porter les vrais sujets avec des termes qui parlent aux gens, qui puissent aussi faire comprendre l'importance, donc défendre non seulement les libertés, mais pourquoi c'est important que ces libertés puissent exister dans nos pays respectifs. Merci pour ton intervention. Je crois qu'il faut qu'on parle plus globalement de régression, voire de répression des droits et libertés, et pas forcément dissocier, mais là on ne va pas rentrer dans un débat qui pourrait prendre une tournure juridique. Mais au même titre qu'il y a la mondialisation de la répression et de la régression, je crois qu'on peut utiliser les deux termes en fonction des pays, on est encore loin sur le chemin de la mondialisation, de la réaction à cette répression et régression. Tu l'as un peu effleuré dans ce que tu viens de dire dans tes derniers propos. Et on est bien là dans la question aussi des modes de fonctionnement des sociétés civiles,
Elles sont globalement relativement organisées. Il y a des internationales syndicales, il y a des internationales associatives, il y a des internationales mutualistes dont on parle peu, mais qui ont par exemple des actions très fortes dans le domaine de la santé, de la bioéthique, etc. Mais ça ne suffit pas, surtout que dans nos organisations, puisque moi je suis dans plusieurs organisations, nous avons aussi cette faiblesse structurelle d'une très relative indépendance effective, dans la mesure où le financement de ces associations, de ces organisations, relève souvent de pouvoirs publics qui sont dans cette forme à la fois de mise en place de la répression et de la régression, et en même temps d'un soutien à la société civile qui est à la fois effectif, mais qui est juste, me semble-t-il, pour prendre une image, qui permet aux associations d'avoir juste la tête hors de l'eau. Et dès qu'il y a un petit souci, une manifestation spontanée, citoyenne, encadrée, hop, on rappuie un petit peu pour que la tête passe juste sous l'eau, un petit moment de respiration, puis ça revient. Il y a ce jeu et ce va-et-vient. Et là, on est quand même dans une grande problématique, parce que même avec leurs différences, on peut dire qu'il y a vraiment une forme d'international des États répressifs, y compris en France. La dernière loi sur... son nom m'échappe, la loi sur la restriction des libertés récente, sécurité, montre que des pays qui se veulent un peu les chantres de la démocratie dans le monde, mais ça vaut pour l'Angleterre, ça vaut alors encore plus pour les États-Unis, et on est bien là dans le jeu des alliances entre organisations, et je crois qu'il faut aussi qu'on ait une démarche beaucoup plus proactive pour faire que ces internationales des organisations de la société civile soient mieux organisées, plus fortes, et en conséquence de meilleurs contre-pouvoirs, parce que je crois qu'on peut parler de contre-pouvoirs. Et dernier mot, je ne vais pas déflorer ce qui va se dire cet après-midi, mais le tableau, je le regardais, puis je regarde plus le prisme européen, on va dire, s'applique complètement à ce qui peut se passer au sein de l'Union européenne ou au sein des pays du Conseil de l'Europe, mais on en reparlera certainement cet après-midi. Mais il n'y a rien à retirer de ton tableau par rapport à ce qui peut se faire au niveau de l'Europe. J'avais 3 questions très différentes. La première concerne la Tunisie. Est-ce que, de ce que vous observez entre les deux courants idéologiques qui s'opposent, on va dire Nida Tounes d'un côté et Ennahda de l'autre, par rapport à la liberté d'initiative dans la société, vous sentez une différence d'attitude? Qu'un courant est finalement plus ouvert, au contraire, plus tenté de fermer l'espace? Ça, c'est ma première question. La deuxième, c'est une question qui est liée à la centralisation, décentralisation de ces régimes. Donc la plupart des pays totalitaires sont plutôt centralisés. Mais nous, on voit en France, avec les Gilets jaunes, qu'on est aussi un pays centralisé et que finalement, ça nous crée un désordre majeur. Est-ce qu'il n'y a pas là une piste? Est-ce que votre réflexion sur cette question de la décentralisation qui permet une meilleure concertation, un meilleur partage finalement des influences est quelque chose à explorer, qui sous-tend une seconde question, ce ne sera pas ma troisième, j'en ai une troisième après, qui est celle des relations de confiance. Vous avez parlé du dialogue qui est bloqué avec les élites. Là, je pense que vous mettez le doigt sur quelque chose d'essentiel. Si ce dialogue était débloqué, alors il y a plein de choses possibles qui seraient imaginables en termes d'évolution. Voilà, sur cette question de la confiance, est-ce que c'est un chantier pour vous? Comment est-ce qu'on recrée des relations de confiance? Ou comment est-ce qu'on les favorise? Et ma troisième question, donc c'est plutôt focalisé sur la société civile. Si on prend quelques exemples du passé, comme Martin Luther King, Desmond Tutu, Mandela, on a eu, alors Mandela il est un peu politique, mais enfin disons dans la société civile, on a eu parfois apparaître des personnalités fortes qui du coup ont entraîné le mouvement. Si on pense à la Tunisie, enfin un peu ce printemps arabe, il n'y a pas vraiment de personnalités qui ont émergé. Est-ce qu'il y a là aussi une piste qui nous aiderait à... Parfois on a besoin d'une personnalité qui à un moment donné, par son charisme, son courage, je ne sais quoi, fait basculer les choses. Enfin, il y a un exemple au Zimbabwe d'un syndicaliste qui... Enfin j'ai plus son nom, Farai quelque chose... extraordinaire. Moi, je l'ai entendu parler une fois, et il n'y a pas de doute que quand il y a un type qui a ce courage, les choses bougent. Voilà. Oui, bonjour. Je voulais poser la question de savoir si
il me semble qu'il y a actuellement une remise en cause, voire un rejet du modèle occidental démocratique dans beaucoup de sociétés civiles dans le monde. Et je me demandais, dans la mesure où les agissements des pays occidentaux sont tellement en contradiction politique, économique, militaire avec ce qu'on prétend défendre que, du coup, petit à petit, ça invalide le modèle, voire même ça le conduit à le rejeter, même parfois avec des confusions sur les notions mêmes de démocratie, de laïcité, de justice. Et du coup, je me demandais quelle était, par rapport à cette nécessité de relancer ou de refortifier la place et la force des sociétés civiles, je me demandais quel était l'impact ou l'influence de cette remise en question du modèle occidental dans lequel il y a des droits d'homme, évidemment. J'ai un peu noté, j'espère peut-être, je pense que je vais essayer de faire une réponse un peu à tout le monde en même temps, plus ou moins. Parce qu'il y a 2-3 droits d'intervention qui me font penser à un exemple important à vous apporter. Par exemple, sur la Tunisie. Et donc, Roland, tu parlais justement des pays chantres de la démocratie. Vous remettez en question, justement, vous parlez de la remise en question du modèle démocratique occidental et la question aussi des courants idéologiques en Tunisie, etc. La Tunisie, après 2011, s'est donnée d'un décret qui permet la liberté associative, en gros qui encadre la façon dont on peut constituer une association. Très ouvert, très progressiste. C'est un décret qui a permis, même dans l'urgence, de permettre effectivement que des milliers et des milliers d'associations puissent se créer. Rien à redire, tout le monde était content, et ce décret ne fait pas du tout l'objet de critiques. En tout cas de la part de la société civile, jusqu'au moment où les attentats terroristes arrivent en Tunisie, se produisent en Tunisie, et surtout jusqu'au moment où alors je sais plus, je crois que c'est carrément le Parlement européen. Il y a deux, trois occasions où la Tunisie est apparue sur une liste des pays qui n'ont pas suffisamment de mesures suffisamment fortes pour lutter contre le blanchiment d'argent. Et donc la perspective de la lutte contre le terrorisme. Juste ça a permis de tout de suite remettre en discussion le décret. Qui est aujourd'hui, je sais plus parfaitement à jour sur ce qui se passe aujourd'hui avec le décret, mais il y avait déjà, il y a quelques mois, un comité qui rédigeait un projet de loi différent dans le but justement de limiter ou encadrer, comment c'était proposé, cette liberté associative, la possibilité de créer une association aussi facilement, ou de recevoir des financements qui pourraient être des financements terroristes ou pour des raisons illégales. Donc, c'est un exemple pour moi assez poignant pour comprendre à quel point très vite on fait l'impasse sur une liberté qui pourtant était la bienvenue et qui a en plus donné des fruits assez importants, parce que la multiplication d'associations était quand même une richesse importante pour la transition démocratique tunisienne et pour la société tunisienne en général. Et on revient tout de suite en arrière, en encadrant cet espace des libertés sous prétexte qu'on ne lutte pas suffisamment contre le blanchiment d'argent. Alors, première question, c'est de voir si vraiment le fait de limiter la possibilité de financer une association va vraiment lutter contre le terrorisme, le blanchiment d'argent de la part de certains. Est-ce qu'une loi contre le blanchiment d'argent ne serait pas suffisante pour cibler certains financements illicites de ce type? Deuxième question, c'était les militants algériens qui me disaient ça quand la loi algérienne était passée en 2012. Est-ce que vraiment les terroristes, soi-disant, vont
demander l'autorisation de l'État pour pouvoir financer quelqu'un, parce que c'est ça que la loi proposait, c'était du coup de demander une autorisation préalable pour recevoir un financement. Donc en gros, le ministère des Affaires étrangères évaluait si le financement était possible ou pas. La réponse, à mon avis, est non. Et c'est là où on voit effectivement que ces espaces sont très fragiles. Ces espaces de liberté sont très fragiles et souvent pris dans le piège de ce marchandage au niveau international, comme tu disais, Roland, aussi en matière d'alliance, par exemple en matière de lutte contre le terrorisme, mais aussi en termes d'expression démocratique et d'exemple démocratique. Donc toujours, à l'occurrence, dans le cas des Nations Unies, par exemple, la France a été critiquée pour la loi qui intègre de facto l'état d'urgence dans la législation. Et par rapport à ça, une fois, avec d'autres ONG, on préparait l'arrivée de Sisi à Paris. Et on demandait justement au conseiller diplomatique de l'Élysée de faire part de ses préoccupations qui concernaient l'affaire des financements étrangers, la nouvelle loi sur les associations. Et la réponse a été de nous dire qu'ils ne pouvaient pas forcément être un bon exemple. Comment est-ce qu'ils auraient pu avancer des critiques alors que la France elle-même se faisait critiquer au niveau des Nations Unies pour avoir adopté ce type de loi. Donc, nous sommes dans cette aussi situation où effectivement le fait de voir les libertés régresser chez nous en Europe, ou en tout cas des pays démocratiques, fait qu'on est aussi dépourvu parfois d'arguments à faire valoir pour que effectivement on puisse dire qu'un président avec son homologue puisse dire ou faire part de certaines critiques. Alors, ça ne veut pas dire qu'il faut arrêter de critiquer la France et l'Égypte. Au contraire, il faut critiquer les deux. Et c'est ça, en réalité, l'enjeu. C'est ça qui est difficile, mais qui est l'enjeu essentiel. C'est de pouvoir nous montrer, déconstruire aussi la critique, non seulement de rejeter le modèle démocratique, mais aussi la critique aux droits de l'homme qui est faite par la question du double discours. Non, mais il y a un double langage. Et donc, on va pratiquement faire l'impasse sur les droits de l'homme. Non, la réponse est justement le contraire. À mon sens, c'est justement de montrer du doigt les déviances et les violations de ces libertés, ces droits, pour qu'on puisse avoir une légitimité, une crédibilité aussi quand on porte des revendications différentes. Donc c'est difficile parce qu'il faut quand même passer par la voie en quelque sorte diplomatique à un moment pour faire pour avoir ce type d'influence. Les sociétés civiles ne vont pas dialoguer avec les présidents de la République tous les jours, souvent même, voire jamais. Mais pour influencer les relations internationales et les relations diplomatiques, c'est avec ce type de registre qu'on doit composer. Très vite, sur donc les personnalités fortes, effectivement, je pense qu'on est dans un contexte... Aujourd'hui, je ne veux pas parler des causes, je pense qu'on les connaît un peu tous, on imagine, mais je ne vois pas effectivement de personnalités fortes faire l'unanimité, surtout par la rive sud de la Méditerranée. Et par contre, pour moi, il y a une corrélation non seulement entre ces nouvelles formes d'expression aujourd'hui facilitées par les nouvelles technologies et les réseaux sociaux, il y a aussi une corrélation, à mon sens, avec les formes de répression et de régimes dictatoriaux en place qui ne permettent pas non plus de faire émerger des personnalités fortes parce qu'elles sont vite soit discréditées, soit cassées, soit exilées, mais aussi la question de comment dire, en quelque sorte oui, manque de confiance finalement dans ceux qui détiennent le pouvoir, ceux qui ont aussi un pouvoir en tant que porte-parole, en tant que et c'est cette défiance qui, pour moi, naît d'un sentiment généralisé de méfiance
généralisée dans un climat où, comme en Turquie aujourd'hui, c'est possible de faire de la délation pour dénoncer quelqu'un qui serait critique vis-à-vis du parti du président. C'est des situations où on ne sait pas qui va nous trahir, c'est des situations où les partis politiques d'opposition n'ont plus aucun rôle à jouer, elles sont complètement décrédibilisées. Donc non seulement il y a le rejet de la démocratie, en quelque sorte une critique de la démocratie telle qu'elle, mais surtout dans les acteurs qui, au sein des démocraties, peuvent porter quelque chose. Donc on a vraiment une problématique en France comme ailleurs, mais aussi dans la rive sud. On ne fait plus confiance ni aux partis politiques, ni aux syndicats, ni aux personnalités qui émergent, ni aux institutions. Donc comment est-ce qu'on construit? Alors la question que vous posez, elle est tout à fait importante. Donc comment est-ce qu'on construit la confiance? Comment est-ce qu'on construit la confiance? Je n'ai pas de réponse aujourd'hui et je ne vais pas en donner, mais c'est à partir de cette manque de confiance à tous les niveaux qu'il faut essayer de trouver les réponses. Et peut-être c'est par des formes de participation nouvelles aussi. Et donc pas seulement se contenter de... on fait confiance à une institution plus qu'à une autre et on investit sur cette institution, les maires, les communes, mais on investit sur les formes de la délibération et de la participation. Donc comment est-ce qu'on implique le plus grand nombre, en tout cas ceux qui veulent et qui n'ont pas forcément une casquette. Qui n'ont pas forcément une casquette associative, qui n'ont pas forcément une casquette de parti politique. C'est pas évident non plus, mais c'est avec ce laboratoire-là qu'il faut composer, qu'il faut faciliter, et surtout dans des pays de la rive sud, en tout cas dans des pays qui entament une transition démocratique. La Tunisie, par exemple, est un grand laboratoire à ce niveau-là aussi, à mon avis. Ça pourrait l'être dans le sens où même si les démocraties plus anciennes sont affaiblies aujourd'hui, de toute façon, la Tunisie n'aurait jamais adopté le même modèle démocratique qu'un autre pays. C'est pas du copier-coller. De toute façon, chacun pays après va réinventer un peu à sa façon, avec les composantes et la dialectique qui s'exprime. Régime du modèle démocratique, débloquer confiance, centralisation, décentralisation. Oui, je pense qu'avec la question de participation et d'innovation en termes de... Je ne sais pas si c'est vraiment question de gouvernance territoriale. Je ne sais pas si c'est la question de la centralisation, hyper-centralisation vaut pour tous les pays. Mais c'est sûr que, par exemple, c'était une demande, encore une fois, en Tunisie. C'est une demande aussi, par exemple, au Maroc, avec ce qui s'est passé au CIMA et les disparités régionales, le développement. On voit bien que le fait d'envoyer l'hypercentralisation et le fait d'envoyer simplement quelques sbires au niveau régional ne fait pas la promotion, ne crée pas du développement au niveau régional, crée juste un statu quo qui fige les territoires et qui fige qui restreint aussi les possibilités de développement et de repenser certaines choses. J'espère d'avoir répondu. Merci infiniment, Martha. C'était vraiment intéressant. Merci beaucoup.